Bonjour à tous, je vous propose une vidéo sur le début du chapitre I2 sur l'induction électromagnétique. Alors le phénomène d'induction présente beaucoup d'applications, on y reviendra d'ailleurs dans le dernier chapitre, le I4. De façon générale, en fait, ce phénomène d'induction va correspondre au fait qu'un courant, on appelle courant induit parce qu'il est provoqué par quelque chose d'extérieur, donc ça correspond à l'apparition d'un courant induit dans un circuit, quand on place ce circuit dans un champ magnétique, sous certaines conditions que l'on va développer ici. Et donc, dans beaucoup de situations, l'induction est mise en jeu dans un haut-parleur électrodynamique, dans un microphone, dans une dynamo, on utilise le phénomène d'induction. Si vous utilisez des plaques à induction, évidemment, comme le nom l'indique, ça utilise ce phénomène-là, on parle dans ce cas des courants de Foucault. Et puis on verra pour finir dans le dernier chapitre également le principe de certaines machines à courant continu, de certains moteurs, et d'ailleurs vous reviendrez assez largement sur ces applications en deuxième année, en allant bien sûr plus loin. Alors je vous propose dans cette première vidéo d'expliquer, via une mise en évidence expérimentale, ce qu'est ce phénomène d'induction. Donc on va utiliser le schéma qui est représenté ici. Donc on travaille avec une bobine, donc un enroulement de spire autour d'un axe. L'axe de la bobine est l'axe delta vertical que je montre ici. L'enroulement de spire est refermé sur un ampèremètre qui permet à la fois d'obtenir la valeur du courant si un courant électrique circule dans les spires de la bobine, et aussi d'avoir le sens de circulation du courant, le sens réel. Vous savez que sur un schéma en électricité, quand on indique une pointe de flèche pour le sens du courant, ça signifie pas forcément que c'est le vrai sens du courant, ça peut être un sens qui a été choisi arbitrairement. Là, on aura le vrai sens du courant. Bon, et donc, dans un premier temps, il n'y a pas de générateur dans ce circuit, donc il ne devrait pas y avoir de courant qui circule dans les spires de la bobine. Donc on va rajouter dans un second temps un aimant. Donc un aimant droit ici, vous avez le pôle sud et le pôle nord qui sont repérés. Vous avez vu dans le premier chapitre que le vecteur champ magnétique sera orienté du pôle sud vers le pôle nord, et on va déplacer l'aimant selon l'axe de la bobine, l'axe delta qui est repéré ici. Alors dans le premier schéma là que je montre, on rapproche l'aimant de la bobine. Dans le haut de la page 2, je vais plutôt imaginer la situation, on l'éloigne, justement ce sera intéressant de comparer ces deux situations-là. Alors si vous voulez voir l'expérience, puisque je ne peux pas évidemment manipuler ici, je vous renvoie vers la vidéo d'un cours du MIT, bien sûr en anglais. Alors cette vidéo est assez longue, ça fait une cinquantaine de minutes, c'est très intéressant de la regarder en entier, mais la partie qui nous intéresse tout particulièrement, elle fait une minute là, à partir de 11 minutes 31, je vous encourage à aller la visualiser pour observer cette expérience. Alors, sur la page suivante, je remplace le dessin de l'expérience par des schémas. Alors dans les schémas que j'ai représentés, j'imagine plutôt qu'on va éloigner l'élément, on verra ce que ça donne quand on le rapproche. Donc là, le cercle symbolise une spire d'enroulement de la bobine. Dans cette première situation, le circuit est fixe, je ne déplace pas la bobine, qui est bien sûr fermée sur l'ampèremètre, je ne laisse pas symboliser ici, mais on a l'ampèremètre qui est dans le circuit. Il n'y a pas de générateur. Il n'y a pas de courant imposé par un générateur. L'aimant, avec son pôle nord et son pôle sud, donc génère un champ magnétique qui serait vertical et vers le haut. Et vous avez des lignes de courant qui ont été représentées. Alors là, je vais plutôt considérer le cas où j'éloigne l'aimant. Donc l'aimant est mobile, le circuit est fixe. Ben, quand on fait l'expérience, on constate, grâce à l'ampèremètre, que un courant apparaît dans le circuit. On l'appelle donc courant induit, parce que manifestement, c'est l'éloignement de l'aimant qui provoque l'apparition de ce courant. Alors, on peut aussi changer quelques petites choses. Alors, si on refait la même chose, donc on éloigne toujours l'aimant du circuit qui reste fixe, mais on inverse les pôles de l'aimant, c'est-à-dire que le champ magnétique ne sera plus vertical vers le haut sur le schéma, mais vertical vers le bas. Là, on constate qu'il y a toujours un courant induit qui apparaît dans le circuit, mais le sens de circulation est inverse. On a aussi l'inversion de signe du courant, l'inversion de sens du courant, donc un changement de signe pour l'intensité, si au lieu d'éloigner l'aimant, on le rapproche. Et puis on constate aussi en faisant la mesure à l'ampèremètre que l'intensité du courant induit qui va circuler dans le circuit fixe est d'autant plus grande qu'on approche ou on éloigne rapidement l'aimant du circuit. Donc manifestement, on peut faire apparaître un courant dans un circuit sans générateur, c'est plutôt inhabituel, alors ça se fait quand même sous certaines conditions. D'une part, il faut que le circuit soit placé dans un champ magnétique, mais ça ne suffit pas. Si je reste dans cette situation où l'aimant est fixe par rapport au circuit,
n'y aura pas de courant qui va apparaître. Il faut que je déplace l'aimant, et ce que ça signifie, c'est qu'il faut qu'il y ait une variation du champ magnétique. Donc s'il y a une variation de champ magnétique dans lequel est placé le circuit, vous aurez apparition d'un courant électrique. Alors, on peut adopter un point de vue différent. Au lieu d'avoir un circuit qui est fixe et d'éloigner ou de rapprocher l'aimant pour faire varier le champ magnétique, on pourrait très bien avoir une situation tout à fait analogue qui serait celle où l'aimant serait fixe, mais on éloignerait ou on rapprocherait le circuit. C'est juste une question de point de vue, ou je devrais plutôt dire une question de référentiel finalement. Alors on va effectivement regarder ce que ça donne. Donc dans cette deuxième situation, je conserve l'aimant fixe. Il ne se déplace pas entre les deux schémas ici. Et le circuit va être éloigné d'abord. Finalement, c'est rigoureusement la même situation que la première que j'ai schématisée ici. Ça revient au même, je répète que ce n'est qu'une question de référentiel d'étude. Donc sans surprise, on observe la même chose, c'est-à-dire que là, donc, dans la première situation, le circuit est placé dans un champ magnétique, donc vu l'orientation des pôles, le champ magnétique serait vertical et dirigé vers le haut. Quand je vais éloigner le circuit de l'aimant, on aura donc une diminution du champ magnétique, en tout cas une variation. Donc de la même façon, le circuit étant placé dans un champ magnétique qui va être variable, on aura apparition d'un courant induit. Alors vous voyez également que j'ai dessiné le symbole d'une FEM, d'un générateur de tension. On va y revenir un peu plus loin dans le cours, c'est-à-dire qu'en plus de l'apparition d'un courant, on aura également une force électromotrice induite. J'y reviendrai un petit peu plus tard dans la deuxième partie du cours. Et puis de la même façon, on aura aussi là l'intensité du courant induit qui va apparaître, qui va être d'autant plus grande que la vitesse d'éloignement ou d'approche du circuit sera importante. Donc finalement, je peux aussi obtenir ce courant en ayant un champ magnétique qui serait donc stationnaire. Là, le champ magnétique créé par l'aimant est bien constant, mais j'aurai apparition du courant si je déplace le circuit. Dernier cas, pour montrer qu'il est important qu'il y ait un mouvement relatif de l'aimant et du circuit, si je fais donc la même expérience, là, même que celle qui est dessinée ici, mais que je ne déplace ni l'aimant ni la bobine, bien évidemment il ne se passe rien. Sans générateur, s'il n'y a pas de déplacement ni de l'aimant ni de la bobine, il n'y aura aucun courant induit qui apparaît, il n'y aurait pas de FM induite non plus qui apparaîtrait. Donc il est nécessaire qu'il y ait un mouvement relatif entre le circuit et l'aimant. Donc pourquoi ? Tout simplement parce que ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une variation du champ magnétique au niveau de la spirale. Donc les deux expériences là que j'ai décrites, puisque dans la troisième il ne se passe rien, ces deux expériences-là, en fait, ce sont deux aspects d'un même phénomène qui est celui de l'induction. Donc ce phénomène-là a été observé dès le début du 19e siècle. Alors on l'appelle soit induction magnétique, puisque c'est lié à la présence d'un champ magnétique, mais il est plus correct, je trouve, de dire induction électromagnétique, parce que, bon, d'accord, il y a un aspect magnétique, il faut qu'il y ait un champ magnétique dans lequel le circuit soit placé, mais il y a un aspect électrique. J'ai commencé à dire qu'un courant induit apparaissait, et je vais vous montrer un peu plus tard qu'une FEM induite aussi allait apparaître dans le circuit, qu'on peut mesurer également. Alors on a quand même, suivant le point de vue adopté, deux aspects de cette induction. Donc dans le premier cas, où le circuit est fixe, et c'est l'aimant que l'on déplace, donc c'est-à-dire que la variation de champ magnétique est liée au fait que plus on est loin, plus le circuit est loin de l'aimant, plus le champ magnétique ressenti est faible, vous l'avez vu dans le premier chapitre de cette partie. Donc quand vous avez un circuit fixe et un champ magnétique variable, on appelle ça l'induction de Neumann. Vous le traiterez avec Madame Mouche pour le chapitre I3, j'en parlerai aussi à la fin, j'en aurai besoin dans le dernier chapitre I4. Quand, dans la deuxième situation, vous avez un aimant fixe, donc un champ magnétique stationnaire créé par cet aimant, mais que c'est le circuit que l'on déplace, on appelle ça l'induction de Lorentz. Bon, évidemment, ce sont des noms propres, les noms des physiciens qui les premiers ont étudié ces phénomènes-là, et donc vous verrez que ça donne lieu à des applications vraiment intéressantes et utilisées dans la vie courante, notamment l'induction de Lorentz, c'est ce que je disais en introduction, c'est utilisé, c'est à la base du principe de fonctionnement des microphones, des haut-parleurs, de certaines machines, des moteurs à courant continu ou non continu, on le verra tout à la fin donc, de l'année. Bon, ce que vous devez retenir sur ces deux premières pages, c'est que quand un circuit qui n'est pas placé dans un circuit plus global où se trouve un générateur, donc quand un circuit dans lequel il n'y a pas de générateur est placé dans un champ magnétique qui varie, vous aurez apparition d'un courant induit dans le circuit. Alors ça peut paraître
peu étonnant, un peu, j'allais dire magique, mais il n'y a pas de magie, hein, c'est que de la physique. Donc ça peut paraître surprenant qu'un courant puisse apparaître dans un circuit sans générateur. Et bien ça ne l'est pas justement, c'est l'effet du champ magnétique et surtout de ses variations qui est à l'origine de l'apparition de ce courant induit, et donc, je le répète, on verra aussi d'une FEM induite. Donc vous n'avez qu'à retenir ce résultat là pour cette première partie, je m'arrête ici pour la première vidéo.